بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon, déjà, merci à tous d'être venus si nombreux et merci à mon cher et professeur Moustapha Kastit de m'avoir introduit de la sorte. Toujours difficile d'intervenir à la hauteur de ce qu'on dit de nous et on est condamné à décevoir. Voilà, donc je vais quand même essayer de faire ce que je peux. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi de traiter, c'est l'islamophobie, de l'analyse à l'action. Pourquoi est-ce que le sujet s'articule comme ça? Eh bien parce que dès qu'on prononce le mot islamophobie dans une conversation, il y a des idées très émotionnelles qui arrivent, que ce soit de la part des musulmans ou des non-musulmans. Il y a peu de rationalité, il y a peu d'analyse en vérité. Et on veut sauter à l'action, on veut faire quelque chose de décisif, mais on n'a pas forcément pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'elle est cette islamophobie, comment est-ce qu'elle se structure, quels sont ses mécanismes, et si je veux vraiment agir de manière utile contre elle, quels sont les leviers à activer, quels sont les leviers à toucher pour pouvoir changer les choses. Donc voilà pourquoi, à mon sens, il fallait un temps d'analyse, et puis ensuite, on n'a pas l'intention de devenir des doctorants en islamophobie, on a envie de comprendre comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de décisif, quelque chose d'utile. Donc ce savoir-là, comme tous les savoirs, son utilité, elle ne va pas être bien grande s'il n'est pas ensuite appliqué, s'il ne se transforme pas ensuite en une action décisive qui change le monde, Inch'Allah Ta'ala, pour un endroit meilleur, pour un endroit où il y a plus de justice. Donc je vais intervenir pendant un peu plus d'une heure, 1h15 à peu près, là-dessus, puis ensuite on aura un temps, un autre intervenant qui présentera des éléments de réflexion sur la situation en Belgique, puis on pourra avoir un temps, Inch'Allah, de questions-réponses. Je commence par dire aussi que toutes les questions auxquelles vous n'aurez pas forcément une réponse ce soir, n'hésitez pas à nous les poser par la suite sur le site du CCIF, qui est www.islamophobie.net. Vous allez trouver un certain nombre de vidéos, d'articles, vous allez trouver des outils là-dessus. Voilà. Donc l'islamophobie, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un constat numérique, c'est une réalité chiffrée. C'est un certain nombre d'actes de discrimination et de violence qui visent des citoyens ou bien des institutions en raison de leur appartenance présupposée à l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des non-musulmans qui parfois sont victimes d'islamophobie. Ça peut être quelqu'un de confession sikh qui a une barbe et un turban et qui est pris pour un musulman et qui se fait lyncher parce qu'on croit qu'il est musulman. Ou bien une jeune fille qui porte un foulard pour des raisons de mode, ou bien quelqu'un qui porte une barbe pour d'autres raisons, et puis parce qu'il passe pour un musulman, il va être ciblé par quelqu'un qui l'a pris pour musulman et qui va l'agresser en lui disant « sale musulman » ou le discriminer à l'entrée d'un restaurant, peu importe. Donc l'islamophobie, ça peut aussi toucher des non-musulmans. Et puis ensuite, on parle d'actes islamophobes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on dise que voilà, il y a un acte, il y a une volonté délibérée de discriminer ou de porter atteinte à une institution, une mosquée, un cimetière, une école, ou bien à un individu, une famille, un homme, une femme. Donc on parle d'actes, mais on peut aussi parler de discours islamophobes. Et un discours islamophobe, ça va être toute parole ou toute idée ou tout programme politique qui vise à légitimer ou à encourager ces discriminations et ces violences. D'accord ? Certaines de ces idées-là, elles sont formulées de manière explicite. Nous voulons l'extermination des musulmans. Nous pensons que c'est une race inférieure. Nous pensons que c'est un peuple d'arriérés et que leurs femmes sont des animaux et que leurs hommes sont des gens systématiquement violents. Nous pensons cela, donc ça c'est explicitement islamophobe. Et il peut y avoir des discours qui visent la religion, qui visent l'idéologie musulmane, pour indirectement porter atteinte aux musulmans. Donc on se cache souvent derrière le fait de librement critiquer les religions pour parfois s'en servir de manière abusive, ce droit de questionnement-là, pour viser en fait indirectement les musulmans. Donc au lieu de dire les musulmans sont des débiles, je vais dire l'islam est une religion de débiles. L'islam produit des débiles. L'islam fait dégénérer les gens. Donc je vais
explicitement tenir un discours sur la religion pour viser indirectement les religieux, les croyants, les gens qui partagent cette religion-là. Et donc nous, il faut qu'on soit très précis dans la qualification des faits. Donc, quand on va parler d'actes islamophobes, c'est pas parce que mon voisin a un désaccord avec moi sur qui doit sortir les poubelles qu'il est islamophobe. Donc je ne parle pas d'islamophobe si j'ai juste un désaccord de politesse ou d'incivilité avec lui. Si quelqu'un me pose la question dans le cadre de l'université, ou bien dehors, ou bien dans le champ du travail, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi en islam il y a telle règle ou bien telle règle, et qu'il pose la question peut-être un peu de manière maladroite, pourquoi est-ce que vous les musulmans vous avez droit à 4 femmes? Cette question elle est maladroite posée comme ça, et elle peut être biaisée selon qui la pose et dans quel cadre il la pose. Simplement ça ne constitue pas en soi un acte islamophobe. C'est un acte de questionnement, on peut désapprouver ou non, mais c'est un acte de questionnement simple. Par contre, si je dis pourquoi est-ce que vous les musulmans vous êtes des pédophiles, ça c'est une autre discussion, puisque j'infère à une population dans son ensemble une caractéristique de pédophilie qu'elle n'a pas, et puis ensuite j'infère des choses à propos de l'histoire musulmane et tout ça. Donc voilà, il faut être très précautionneux dans l'utilisation des termes. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des actes, des statistiques qu'on va comptabiliser, soit parce que la police va prendre en compte une charge explicitement islamophobe dans l'acte de violence, soit parce qu'il y a une organisation, comme par exemple le collectif contre l'islamophobie que je représente, qui va aider les victimes et compiler les cas, veiller à investiguer chaque cas, faire de la médiation, essayer d'identifier les coupables, et au fur et à mesure faire ce travail de terrain, de mesure quantitative de ce qu'est l'islamophobie. Les chiffres pour la Belgique, je ne les connais pas, mais ils se chiffrent en dizaines, et pour le cas de la France, pour l'année 2012, c'est 369 cas. Ça veut dire que chaque jour en France, il y a un acte d'islamophobie. Une mosquée qui va être souillée avec des têtes de porc, ou bien des excréments, ou qui va être occupée par des mouvements d'extrême droite, un cimetière qui va être profané, une école qui va être visée, une boucherie halal qui va être détruite, dégradée, ou bien une femme musulmane à qui on va arracher le foulard dans la rue et lui cracher à la figure, un homme musulman qui va être traité dans le travail sans le moindre respect pour ses droits les plus élémentaires. On va faire pression sur lui pour qu'il se rase. On va lui interdire une pause parce qu'on sait que lui, pendant sa pause, il va aller faire sa prière, alors qu'on autorise les autres à prendre une pause pour aller boire un café ou fumer une cigarette. Des écoles où on va bannir des mamans musulmanes, donc, comme si on était au temps de l'apartheid. Donc les musulmans, vous allez d'un côté, vous n'êtes pas les bienvenus, les non-musulmans, vous pouvez rentrer. On veut vos gâteaux, mais pas vos hijabs. On est d'accord, si vous participez à la vie scolaire en donnant, en faisant des dons ou en achetant des livres ou en faisant des gâteaux, même pour l'Aïd, mais on n'est pas d'accord si vous nous imposez vos hijabs. Et donc il y a cette approche-là. Donc 369 actes, comme je disais, c'est un acte tous les jours. Et malheureusement, 87% des victimes qui sont visées sont des femmes. Celles-là même au nom de qui on fait passer des lois islamophobes. Celles-là même au nom de qui on fait passer des lois dont on dit qu'elles vont venir les libérer. On va les libérer en les excluant de la vie sociale, en les excluant de l'école, en les excluant de l'université, en les excluant de leur travail ou de toute vie dans le dialogue et dans la responsabilité avec les autres gens qui font cette société. On les exclut et on dit qu'on vient les libérer. 87% des victimes. Et malheureusement, dans ces actes-là, une proportion large a lieu dans des espaces officiels, dans des espaces liés au gouvernement, dans des écoles, dans des tribunaux, dans des mairies. Et malheureusement, les pouvoirs publics, pendant un long temps, ont nié la situation, ont minimisé la situation, aussi et surtout parce que, aux têtes de ces institutions-là, il y avait des gens qui partageaient l'agenda idéologique islamophobe, qui partageaient un certain nombre d'idées qui visaient à l'exclusion des musulmans. Ça fait partie de leur fonds électoral, et malheureusement, ça fait de plus en plus partie de leur fonds idéologique, à droite, comme parfois à gauche de l'échiquier politique. Donc c'est d'abord une réalité et un constat numérique avec une aggravation, une accélération de l'augmentation qui a été vraiment inquiétante dans les dernières années. Pour cette année, par exemple, on a plus 25% dans les actes islamophobes. Mais plus grave que l'augmentation numérique, il y a l'aggravation dans le type des actes. C'est-à-dire que jusqu'ici, on se contentait d'avoir des actes d'incivilité islamophobe. On va faire une remarque très déplacée à une femme dans le cadre du travail, ou bien on va on va essayer de refuser l'accès à une salle de sport à un groupe de jeunes filles. Ça,
C'est pas sympa, c'est impoli, c'est illégal, mais c'est pas gravissime en termes de violence. D'accord ? Et on va avoir des passages à l'acte de plus en plus violents, avec des agressions physiques, avec des occupations de mosquées. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une occupation de mosquée ? C'est quand il y a 60 activistes d'extrême droite, des voyous, qui vont occuper une mosquée totalement illégalement, et il y en a 4 seulement qui vont être arrêtés. Et ils vont être relâchés sous observation, dans une quasi-impunité de l'ensemble du groupe. Imaginez un instant ce qui se serait passé s'il y avait eu des actes de violence de la part de musulmans à l'encontre de ces gens-là. Imaginez ce qui se serait passé si ça s'était passé ailleurs, si c'était des musulmans qui en cause. Et malheureusement, il y a une espèce d'impunité sélective dans la manière dont on gère le fait islamique, dont on gère les musulmans. D'un point de vue sécuritaire, on considère les musulmans, de manière générale, comme potentiellement un ennemi de l'intérieur. C'est le terme qui a été utilisé. Parce que parmi nous, apparemment, il y a des gens qui veulent l'échec de la France, il y a des gens qui veulent commettre des actes de violence, et donc on fait planer sur l'ensemble des musulmans la suspicion, en disant que parmi nous, il y a des gens qui sont des ennemis de l'intérieur. D'accord ? Et cette rhétorique de l'ennemi de l'intérieur, elle date du temps des colonies. À l'époque, on disait, voilà, à l'intérieur des frontières françaises, il existe des ennemis de l'intérieur. Des gens qui sont dans nos rangs, qui font partie de notre société, mais qui en vérité veulent notre destruction. Quand on instille cette idée dans la tête d'un téléspectateur, dans la tête d'un citoyen français qui lit le journal, qui écoute la radio, qui regarde la télévision, quelle va être sa perception de son voisin musulman ? Dans le meilleur des cas, la méfiance. Dans le meilleur des cas. Dans le cas typique, la distanciation, voire parfois l'accusation. Et ça détruit la société dans son ensemble. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand il y a de l'islamophobie, ça ne touche pas que les musulmans. Ça ne porte pas du tort qu'aux musulmans. Ça détruit la société dans son ensemble. Parce que ça divise les gens et ça crée un groupe qui est à bannir, un groupe qui va être pointé du doigt. Et le lien qu'il y avait entre les gens, peu importe leur religion, peu importe leur origine, peu importe leur parcours personnel, eh bien ce lien-là, il est abîmé par le fait qu'on va pointer un groupe d'indésirables. Les musulmans, les Roms, les Noirs, les immigrés. Et on fait des catégories comme ça, et entre eux, il y a de la division, il y a de l'animosité, il y a de la distance, et on commence à monter les gens les uns contre les autres. C'est ça, le populisme. C'est ça, l'extrémisme. C'est quand on détruit une société en pointant les gens et en les montant les uns contre les autres. Donc, cette islamophobie-là, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous l'a potentiellement vécue, soit comme victime, soit comme témoin d'un acte. Dans la vie professionnelle, parfois sous des formes explicites, parfois sur des remarques vraiment très détournées. On va avoir des allusions systématiques. La lecture d'un certain nombre d'événements géopolitiques va être convoquée dans le champ du bureau.